Donc, le nombre est stabilisé. Je crois qu'on pourrait commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec Société Culture. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de rencontre de transfert des connaissances que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie de ma collègue directrice des actions concertées, Nathalie Roy. La rencontre porte sur le projet de recherche-action de l'équipe de Christine Couture s'intitulant Études de pratiques de sécurisation culturelle développées sur la Côte-Nord pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes inuits. Et sur le projet postdoctoral qui s'y greffe, celui d'Emmanuel Aurousseau sur la mobilisation des perspectives autochtones dans les programmes scolaires. Plusieurs personnes ayant contribué à leur recherche les accompagnent, puis je prendrai le temps de bien les présenter un peu plus tard. D'abord, je préciserai que ces deux recherches ont été menées dans le cadre de l'action concertée, l'approche de sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones. Ces recherches ont été financées par le ministère de l'Éducation, la Société du Plan Nord et le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Il faut savoir que les programmes des actions concertées sont entièrement financés par des partenaires, donc ces partenaires, qui définissent les objectifs et les besoins de recherche avec la visée que les recherches financées contribuent aux réflexions de l'administration publique quant aux orientations à donner à leurs programmes, plans d'action, politiques ou lois à venir. Le fonds de recherche est quant à lui responsable de la gestion du programme, garantissant entre autres que les projets financés aient été sélectionnés à partir d'un dispositif rigoureux d'évaluation par les pairs et s'assurant que les principes de liberté académique et de diffusion publique des résultats soient respectés. C'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le FRQSC organise une activité de transfert permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. Pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission plus générale du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Le principal objectif du programme, l'approche de sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones, est d'expérimenter concrètement avec les communautés autochtones le potentiel de l'approche de sécurisation culturelle appliquée au contexte des élèves autochtones qui fréquentent des écoles situées au nord du 49e parallèle et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent, avec la visée de mieux soutenir leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. De façon plus précise, le projet de recherche-action financé devait permettre d'abord d'expérimenter l'approche de sécurisation culturelle appliquée au contexte des élèves autochtones en étroite collaboration avec les communautés autochtones. Il devait également permettre d'analyser les potentialités et les écueils de l'approche de sécurisation culturelle, favoriser le développement de connaissances scientifiques sur l'approche de sécurisation culturelle en la situant parmi les autres théories d'éducation culturelle et interculturelle. Et il devait également permettre de favoriser le développement d'une relève sur cette thématique, notamment par l'œuvre d'une bourse postdoctorale dont a pu bénéficier Emmanuel Rousseau pour son projet. L'équipe financière a également offert son soutien à une étudiante de doctorat qui nous présentera un peu plus tard son projet de thèse mené dans le cadre de cette grande action concertée. C'est d'ailleurs avec brio que l'équipe a relevé ces nombreux défis et nous avons bien hâte de les entendre à ce sujet. Avant d'aller plus loin, nous projetterons un mot préenregistré de notre directrice scientifique, Mme Louise Poisson, qui ne peut malheureusement pas assister à l'activité d'aujourd'hui. Cela dit, elle tenait sincèrement à vous présenter le projet. Donc, je lui cède la parole tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir dire quelques mots aujourd'hui et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir assister à toute la rencontre. Mais je tenais néanmoins à accueillir les participants et participantes et à introduire la présentation de Mme Couture et de son équipe parce que le thème de la recherche par et pour les communautés autochtones est très important pour les fonds.
Mais auparavant, j'aimerais vous lire la déclaration de reconnaissance territoriale adoptée le 5 avril dernier par le groupe de travail pour assurer le leadership des peuples autochtones en recherche, un groupe de travail mis sur pied par les fonds en décembre 2021. Les fonds de recherche du Québec reconnaissent que leur action se déploie dans les territoires ancestraux et contemporains des nations autochtones, qui sont les gardiennes des savoirs qui y sont liés. Par cette reconnaissance territoriale, les fonds s'engagent à renforcer leurs relations avec les nations autochtones. Revenons au rapport de recherche de l'équipe de Christine Couture et son équipe, ainsi que le projet postdoctoral d'Emmanuel Aurousseau, réalisé conjointement, afin de mieux nous outiller sur la question centrale de la sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones. Parmi les qualités du projet, je signalerai son grand souci de prendre en considération l'expertise du milieu dans un véritable esprit de recherche collaborative. En effet, l'équipe a réussi à mobiliser les acteurs et actrices essentiels pour effectuer une recherche avec un grand respect pour les personnes du milieu qui ont été impliquées activement dans la recherche à toutes les étapes de sa réalisation. Je mentionne également l'importance de la mise au jour des pratiques de sécurisation culturelle développées sur la Côte-Nord par des personnes qui travaillent au quotidien avec des apprenants et apprenantes des premiers peuples en contexte sinou et provincial, des services éducatifs à la petite enfance jusqu'à l'université. Il faut aussi souligner les nombreux exemples de contextes de pratiques de sécurisation culturelle qui sont pris en compte et illustrés. L'accompagnement au milieu de vie accueillant, les services professionnels, l'éducation et l'enseignement, la gestion et l'organisation des services, les programmes en éducation et j'en passe. Toujours avec une grande acuité, l'équipe prend le temps d'illustrer chacun des 12 contextes de pratiques identifiés à l'aide d'exemples concrets, de pratiques entendues, de situations observées, rendant les résultats de leur recherche très clairs et faciles à comprendre pour différents publics. Au terme de la recherche, plusieurs pistes d'action sont dégagées pour les acteurs et actrices des milieux d'enseignement, comme pour l'administration publique et les prises de décision. Un modèle est proposé à la toute fin en vue de promouvoir une approche qui encourage un engagement collectif pour accompagner les enfants, les élèves, les personnes étudiantes et leurs familles, le tout afin de contribuer à un meilleur vivre ensemble qui passerait par des transformations de pratiques et de structures visant l'accomplissement de tous et de toutes. J'insisterai finalement sur la créativité de l'équipe qui a su trouver des moyens innovants pour surmonter toutes sortes de défis rencontrés tout au long du parcours et qui a déployé des moyens originaux pour communiquer les connaissances produites en s'adaptant à une variété de destinataires. Je n'en dirai pas davantage, laissant toute la place qu'elle mérite à Christine Couture et à Emmanuel Aurousseau et aux personnes qui les accompagnent aujourd'hui. Mais j'aimerais saluer la contribution d'Elisabeth Kane à ce projet. Elisabeth, qui nous a quittés en décembre 2022, était une précieuse conseillère scientifique au Fonds Société et Culture et l'une des membres du groupe de travail pour assurer le leadership des peuples autochtones en recherche. Notons aussi qu'elle fut l'une des pionnières de la recherche-action avec et par les Autochtones. Enfin, je vous souhaite une rencontre riche en discussions et vous félicite pour cet accomplissement. Donc, je remercie Louise pour ce mot. Donc, vous êtes nombreux, nombreuses à avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais, pour les personnes qui arrivaient un peu plus tôt, vous êtes plus de 180 personnes à être inscrites d'horizons divers, ce qui donne une indication assez claire du besoin de connaissances auxquelles répondent les recherches exposées aujourd'hui.
Les projets financés sont liés de très près, comme vous avez pu le constater. Donc, nous entendrons tour à tour dans la prochaine heure l'équipe, tous les membres de l'équipe prendre parole et vous pourrez poser vos questions à la toute fin, donc pendant 15 minutes qui suivront leur présentation. Ma collègue Nathalie Roy, directrice des actions concertées, agira à titre de modératrice. Elle pourra ainsi relayer vos questions à l'équipe invitée et sera un peu comme votre porte-voix. Nous avons aussi ma collègue Audrey Asselin avec nous, technicienne au fond, qui est notre fée de la technologie, si je pourrais le dire ainsi. Donc, c'est elle qui pourra répondre à vos questions technologiques là, pendant tout au long du webinaire. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires, vos questions dans la section discussion que vous pouvez identifier tout en bas de l'écran, donc là, dans la section chat. Euh, Puis, vous pouvez mettre vos questions au fur et à mesure. Nous y répondrons à la toute fin, mais n'oubliez pas vos questions, vos commentaires. Vous pouvez les placer dans la discussion dès maintenant. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à tous les participants, à toutes les participantes. Seulement les panélistes peuvent les voir. Par la suite, notre rencontre est enregistrée, il faut le dire. Donc, la captation sera rendue disponible sur notre site Internet. Donc, vous aurez accès là, aux présentations si vous voulez revenir sur certains points plus tard. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Christine Couture, Jean-François Vachon, Julie Roch, Marie-Ève Volant et Emmanuel Rousseau à nous présenter leur projet de recherche-action s'intitulant Études de pratiques de sécurisation culturelle développées conjointement avec des acteurs de milieux éducatifs situés au nord du 49e parallèle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones. Avant tout, je les présente brièvement. Donc, Christine Couture est professeure au département de sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi et responsable du projet qui sera présenté. Elle est également collaboratrice au projet Pétapan du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, membre du comité scientifique du colloque de la persévérance et de la réussite scolaire chez les premiers peuples et co-chercheuse à la chaire UNESCO qui vous sera d'ailleurs présentée par Marie-Ève Volant, Inou de Ouachat, Macmani Outenam et de Pessamit. Elle coordonne le Centre de pédiatrie sociale au service communautaire de Wawi-Chitoun. Elle est co-titulaire et membre du comité des sages de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Jean-François Vachon est quant à lui coordonnateur de recherche, capteur d'images et créateur du site Web pour la boîte rouge vif, en plus d'être membre du comité scientifique de la chaire UNESCO. Il diffusera tout au long de la présentation un accompagnement visuel tiré du site Web qu'il introduira également. Emmanuel Rousseau est maintenant professionnel de recherche et chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, en plus d'être consultante à la boîte rouge vif. Elle est responsable de la recherche postdoctorale qui vous sera présentée et qui s'intitule Mobilisation des perspectives autochtones dans les programmes scolaires. Julie Roch, quant à elle, est membre de la Première Nation des Pequaka Mi'ulnuts, originaire d'Ouachat Macmani Outenam, Kachish Kutama Tchecht. Elle est professeure en réalité autochtone et intervention psychosociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières, doctorante en éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi, membre du comité scientifique du colloque de la persévérance et de la réussite scolaire chez les premiers peuples et co-chercheuse à la chaire UNESCO. On l'entendra à la toute fin nous parler de son projet de thèse doctorale qui s'inscrit également dans cette action concertée. La prochaine heure vous appartient. Je vous cède dès maintenant la parole. Oui, c'est un plaisir de partager les réalisations du projet d'action concertée avec vous aujourd'hui, avec quelques membres de notre équipe, puisque est encore plus grande. Alors, c'est un projet qui a été réalisé avec nos partenaires, l'Institut Tchakapesh, le Centre des Premières Nations Nikanité de l'UQAC et la Boîte Rouge Vif, qui ont
entre autres, assumer la création du site web que nous lançons aujourd'hui. Alors, site web dans lequel va nous faire naviguer Jean-François Vachon, qui est le créateur du site web. Nous sommes vraiment très heureux de partager ce travail collaboratif qui a été réalisé dans les 4 dernières années en territoire inou sur la côte nord, des Sipides jusqu'à Noutachouane, en passant par Pessamit, Bécomo, Ouachat Macmagnotenam, Sept-Îles et Equanichit. C'est un projet de la chaire UNESCO en transmission culturelle comme dynamique de mieux-être et d'empowerment, dont la première titulaire était Elisabeth Kane. Et je vais laisser ma collègue Marie-Ève Volant, co-titulaire de la chaire, vous dire quelques mots sur Elisabeth et sur les travaux que nous réalisons à la chaire. Kwe kasno chabahogadat no de mamo eteak chimatsen magmetazione do dan chaneon tawan ek nagmesto himen dish fait que bonjour tout le monde kwe je tenais à m'exprimer en premier lieu dans notre langue maternelle et c'est intéressant dans le fond je suis à Ouachat Macmagnotenam en ce moment donc où est-ce que le projet a été fait. Elisabeth Kane, oui, tu sais, la chaire UNESCO. J'ai repris le rôle d'Elisabeth Kane qui nous a quittés dernièrement au mois de décembre. Qu'est-ce que j'aimerais amener un peu, c'est, on est au mois de mai 2023. En mai 2018, Elisabeth Kane nous avait réunis à la baie Saguenay, où on était, toutes les nations étaient représentées et les Inuits, dans le fond où ce qu'elle nous avait parlé du projet de la construction de la fondation de la chaire et maintenant, aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est de voir le travail. Des fois, il faut prendre le temps pour mieux avancer. Et maintenant, on est au mois de mai ici sur la Côte-Nord, c'est la chasse à l'automne. Ben, j'aimerais imager de dire qu'Elisabeth Kane a été notre leader pendant, tu sais, l'automne de tête. Elle a été le leader. On a perdu notre leader, mais en même temps, c'est ça, une envolée doutante, c'est que les autres vont pouvoir prendre le relais. Elisabeth Kane nous a laissé un grand héritage. Là, il faut le poursuivre collectivement, communautairement. Et je pense que par des projets d'action, je pense qu'Elisabeth serait vraiment fière de tout le projet qui est déposé aujourd'hui, qu'on présente aussi. Fait que c'est ça, c'est Marie-Ève Volant. Oui, je suis la voyons, gestionnaire de la pédiatrie sociale, puis je trouve ça intéressant, qu'est-ce qui est amené, parce que souvent, on s'est débattu, on a voulu mettre notre voix à l'avant en participant à des petits comités, en participant à des conférences pour essayer de démystifier ou de montrer notre réalité des Premières Nations qu'au niveau, oui, de la sécurisation culturelle, de la pédagogie, dans le fond, mais là, de voir vraiment, puis qu'est-ce que j'aime, c'est un projet d'action. Souvent, c'est des projets de recherche, mais là, de voir vraiment que c'est du concret. Et je vais le découvrir en même temps que vous autres, dans le fond. Fait que je suis vraiment fébrile de voir ça. Puis, vous l'avez dit, la chaire UNESCO, c'est une chaire par et pour les premiers peuples, les Premières Nations. Euh, la gouvernance, qu'est-ce qui caractérise la chaire UNESCO, dans le fond, c'est au niveau de la gouvernance autochtone. On a un modèle de gestion collaborative, puis c'est par des comités. Justement, dernièrement, on s'est réunis, le comité des sages. En étant co-titulaire de la chaire de recherche, je m'occupe du comité des sages. Et une des premières interventions qui a été faite, c'est on veut changer le nom comité et dire qu'on va être le cercle des sages. On le voit par notre modèle, dans le fond, de gestion collaborative. C'est pas une pyramide, ce n'est pas hiérarchique. C'est vraiment des cercles. Si on vous montrerait le modèle, ça ressemble à comme un bébé, quelqu'un qui est enceint, dans le fond, comme un fœtus, de montrer que pour élever un enfant, justement, ça prend toute une communauté et de voir l'implication, une grande participation, c'est encourageant de voir aussi l'ouverture. Fait que dans le fond, la constitution
de la chaire, c'est par le Cercle des sages, là, on va le rectifier. Il y a le comité scientifique et le comité de gestion aussi, fait que c'est vraiment où ce qu'on on travaille ensemble, c'est vraiment pas une hiérarchie, c'est dans le respect. On a une éthique, dans le fond, où ce qu'on travaille ensemble, c'est ce qui est intéressant. Puis justement, en 2018, quand on s'avait réunis, on avait identifié ensemble les axes, les grandes orientations et l'éducation faisait partie, dans le fond, unanimement, dans le fond, des projets qu'on voulait mettre de l'avant. Et c'est avec une grande fierté, Christine et son équipe, Julie Nochkoyat, d'avoir une personne autochtone, dans le fond, qui participe très activement, dans le fond, et qui n'est pas mis à l'écart, mais qui est vraiment, a fait partie des actions. Donc, je suis très fière et je vous souhaite une très belle présentation. Et tu sais, maintenant, puis c'est ça, bonne présentation. Marie-Ève. Jean-François, si tu peux nous ramener à la présentation. Alors, nous allons commencer par une image de la sécurisation culturelle qui a été réalisée dans le cadre du projet. C'est Julie qui va vous présenter l'image et qui va débuter la présentation pour entrer dans le rapport de recherche. وكسنو اتشيك نمشتمل عندنا دي تايان شتسينوان نمشت شنانيات وتنمان ندبون وينتش إنوش كويان وينتش مشتمشات تسون كتوتمات. Alors, bonjour à tous. Je lance mes salutations. Je veux exprimer toute ma fierté de faire partie du projet de recherche en tant que Première Nation. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter une image là, qui a été développée dans le cadre du projet de l'action concertée. Cette image a été développée, réalisée par des artistes Inuits, Jean Saint-Onge et sa fille Shana Saint-Onge, des Inuits de Uashat Makmakliotenam, à partir des représentations là, que l'on s'est fait, à partir des consultations qui ont été menées là, dans le cadre de notre collecte de données. Alors, elle représente la relation à établir entre nos cultures à travers les deux mains tendues. Les écoles, on voit une école provinciale, on voit une école également issue des Premières Nations. Les écoles représentent le processus là, de transformation des pratiques. Les enfants, les élèves, les étudiants et les familles là, sont représentés dans le canot qui nous amène à la sécurité qui est établie à travers cette relation que nous établissons entre nos deux cultures. Et puis, on voit le tout se fait en respect là, de l'identité des valeurs, des langues, des cultures qui sont représentées par le Tewagan, mais qui sont représentées également à travers la cueillette, là, des petits fruits qu'on voit là, à l'intérieur de l'image. On parle de transmission des savoirs culturels. Puis, au niveau des Premières Nations, le tambour est un objet sacré. Alors, la relation à établir entre les cultures représentées par les mains tendues sont représentées à l'intérieur du tambour. Puis, ce qui est sorti également, c'est que l'accueil est men outni tunanot, alors c'est bien se prendre. La bienveillance, men teuyon, alors avoir bon cœur. Le respect, Ishpetendemun, la langue et la culture. Inu et Mun, Mak Inu et Tun sont au cœur de cette image. Cette représentation de la sécurisation culturelle, vous allez pouvoir la retrouver là, dans le site web là, développé dans le cadre de notre recherche. Maintenant. Par la suite, j'ai fait partie, j'ai travaillé comme coordonnatrice à la chaire UNESCO en transmission culturelle. Et puis, à l'intérieur du comité des sages, nous avons consulté le comité des sages, maintenant le cercle des sages, comme le mentionnait Marie-Ève tantôt.
Nous les avons consultés dans le cadre d'une rencontre de la chaire UNESCO et puis on leur a demandé comment devrait être menée une recherche en communauté. Et puis le concept Nuitimaken est ressorti qui fait appel à que la recherche soit menée dans un esprit de rencontre. Parle de l'expertise là, dans le domaine des savoirs culturels et l'expertise du milieu universitaire. Alors, on marche ensemble dans le cadre des projets de recherche qui sont menés là, entre nos deux cultures, je dirais. Alors, c'est dans cet esprit dans lequel nous avons réalisé la recherche. On était co-marcheurs, on partageait nos savoirs dans un esprit de collaboration également. Et puis, ce qui avait été comme rapporté également, moi, la façon dont je voyais notre relation, alors j'ai ressorti une pensée qui a été traduite par ma sœur Njugos Volant, qui travaille comme coordonnatrice en langue. Utchapan ma kwesipan, titi utatatal. Nui shaputwepan, emtemeyan, nemeshkanam e inyoyan. Ishi ishpatentaman mak ishi tapoyentaman nui witen. De shop nui shaputwepan, epmoteyan de noetun shep epokotayan de noemon. Alors, je laisse Christine poursuivre la présentation. Je ne sais pas que Julie. Dans cet esprit de rencontre et de partage, nous avons tout au long de la recherche eu le bonheur de rencontrer plus de 120 personnes. C'est une recherche, on a commencé le terrain en mars 2021 jusqu'à juin 2022. 81 participants confirmés, donc 41 Inuits, nous en sommes très fiers. Nous avons réalisé 50 rencontres de partage de pratiques et de réflexion pour documenter des pratiques de sécurisation culturelle et avons recueilli le témoignage de 20 élèves et étudiants. En ce qui concerne le contexte de la recherche, il est important de mentionner d'abord l'importance du maillage entre la culture et les pratiques éducatives pour soutenir la persévérance et la réussite. C'est en essayant de voir les possibilités de ce maillage que nous avons exploré les possibilités de l'approche de sécurisation culturelle à partir des pratiques qu'ont développées les participants de la recherche au cours de leur travail avec des élèves, des enfants, des étudiants inuits de la Côte-Nord. C'est en toute reconnaissance des savoirs culturels et des savoirs d'expérience que nous avons fait cette recherche collaborative. La question de recherche est toute simple. Quelles pratiques de sécurisation culturelle contribuent à soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative d'élèves autochtones, avec comme objectif d'identifier des pratiques de sécurisation culturelle, puisque des pratiques de sécurisation culturelle existent dans les milieux scolaires, particulièrement où il y a des élèves, des enfants et des étudiants des premiers peuples, pour les documenter conjointement en identifiant les critères de persévérance et de réussite évoqués par les participants, en identifiant aussi les liens et les limites des programmes, ce qui est l'objet particulièrement de la recherche postdoctorale d'Emmanuelle Rousseau. Elle va vous en parler plus longuement dans la deuxième partie, pour analyser les potentialités et les écueils de l'approche de sécurisation culturelle et en ayant comme objectif aussi de formaliser des exemples de pratiques afin qu'ils puissent devenir des sources d'inspiration pour tous les milieux scolaires. Des exemples de pratiques qui sont transférables, ajustables et que chacune pourra remanier à sa façon en fonction de son contexte de pratique. En regardant la méthodologie, si vous voyez
à gauche, notre démarche. Au centre de notre démarche, on voit des valeurs, le respect et la reconnaissance. C'est très important, c'est dans l'esprit de la chaire UNESCO. C'est aussi notre co-chercheuse Julie Roch qui nous rappelle souvent l'importance de revenir aux valeurs dans toute action de recherche. Une approche de recherche qui commence par la rencontre, l'établissement du lien de confiance. Une recherche collaborative dont l'accent est mis sur le partage de pratiques pour identifier les bons coups, mais aussi les défis. Dans un processus de co-construction sur des savoirs de pratiques de sécurisation culturelle, en essayant de mettre en valeur ce qui se fait dans les milieux de pratique. Alors, c'est très important, c'est vraiment dans un esprit de reconnaissance des savoirs culturels et des savoirs d'expérience que s'est réalisée cette recherche, avec une étape de validation culturelle. Et on voit ici, souvent en recherche, on va faire appel à la validation scientifique, mais comme notre objet de recherche est la sécurisation culturelle, c'est d'abord de validation culturelle dont nous avons besoin. Et Julie Roch a contribué beaucoup à la validation culturelle tout au long du projet en nous indiquant quelles étaient les pratiques de sécurisation culturelle les plus authentiques, les mieux ancrées dans la culture. Alors ça a été très important pour nous. Si on arrive déjà à nos principaux résultats de la recherche, on va descendre un petit peu, Jean-François, s'il vous plaît. Peut-être, Jean-François, revenir aux catégories. On est allé un petit peu trop vite. Alors, dans les principaux résultats de recherche, on a fait un premier mouvement d'analyse par catégorisation émergente après les premières rencontres pour situer des champs d'intervention. Dans quel contexte se placent les pratiques de sécurisation culturelle qui étaient partagées par les participants? Alors, on voit qu'au cœur, l'accompagnement des enfants, des élèves, des familles est très important. Ça s'opérationnalise en essayant de faire en sorte que le milieu de vie soit accueillant, des services professionnels qui tiennent bien compte de la culture des jeunes, des adultes, des enfants, avec des ressources pédagogiques qui sont signifiantes pour avoir un enseignement qui fait place à la culture, ce qui interpelle nécessairement la formation, l'accompagnement de tous les intervenants, dont les enseignants, et qui interpelle aussi les pratiques de gestion, d'organisation des services. Tout cela en arrimage avec le travail communautaire par des collaborations interprofessionnelles et interculturelles pour donner de la place à la transmission culturelle, à la rencontre, au partage culturel, en ayant un regard aussi sur les programmes. Alors, on peut descendre un peu. Comme principaux résultats, vous avez à gauche les mots évoqués par les participants pour parler de sécurisation culturelle. Au centre du nuage de mots, l'élève, la langue, les enfants. La culture est très, très proche, la communauté et l'école. C'est intéressant de voir les mots qu'utilisent les participants pour parler de sécurisation culturelle. Et à droite, vous avez les 44 exemples de pratiques de sécurisation culturelle que nous avons répertoriés. Ce sont des exemples que les participants ont choisis. Et c'est intéressant de voir les contextes dans lesquels ils se situent. Nous avons des exemples de pratiques qui sont tout près de l'enfant, l'élève, la famille. D'autres qui se déploient en lien avec la communauté. Et là, c'est très important, la transmission culturelle. Pour regarder aussi ce qui se fait au niveau des services éducatifs, de l'école, de la classe, entre autres pour que le milieu de vie soit accueillant, mais pour qu'on puisse mobiliser les perspectives autochtones dans l'enseignement. Et tout ce qui se fait au niveau de l'organisation, de la gestion des écoles, les comités d'accueil, l'organisation des services. Vous trouverez les exemples de pratiques dans le rapport de recherche. Certains font l'objet de vidéos aussi dans le site web, mais on voit ici un modèle qui est en train de se construire à partir des exemples de pratiques évoqués par les participants. Alors, on peut poursuivre.
Les retombées de la recherche, un éclairage sur la persévérance et la réussite. C'est intéressant de constater que les participants ne nous ont pas parlé que de notes et de diplômes. En fait, ils nous ont parlé peu de notes et de diplômes. Ils nous ont beaucoup parlé de fierté culturelle, fierté identitaire, de langue, de culture, d'intérêt, de curiosité, de rire, de sourire, d'entraide, d'intégration sociale et l'idée d'avoir un but dans la vie. Alors, on voit que la réussite n'est pas que scolaire, elle est aussi identitaire et elle est aussi personnelle pour que chacun puisse réussir son chemin de vie. En guise de retombée, nous avons aussi des pistes pour la mobilisation de savoirs et perspectives autochtones dans l'enseignement que va vous présenter plus en détail Emmanuel lors de la présentation de la recherche postdoctorale. Juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des exemples pour toutes les disciplines scolaires. Alors, on voit là qu'à travers ce que nous avons recueilli comme information, il y a des possibilités de mobilisation des perspectives autochtones à travers toutes les disciplines scolaires. Nous avons aussi comme retombée de la recherche des pistes pour la formation des enseignants, pistes que nous avons développées à partir des composantes de la compétence 15. Nous avons repris chacune des composantes de la compétence 15 pour donner des exemples à partir des exemples de pratiques répertoriés dans la recherche, mis en relation avec des familles de cours dans nos programmes de formation à l'enseignement. Alors, c'est un beau point de départ pour réfléchir à la mobilisation des perspectives autochtones dans nos programmes de formation à l'enseignement. Et on va réutiliser ce point de départ pour repenser la formation des enseignants dans le cadre d'un projet inédit que nous allons démarrer en collaboration avec l'UQTR et l'UQAM. Vous pourrez aller consulter ce document dans le rapport de recherche. Une réflexion sur les programmes qui fait l'objet de la recherche postdoctorale d'Emmanuel Rousseau. Elle va vous présenter la réflexion sur le programme dans la deuxième partie. Et comme principale contribution, le modèle qui s'est dégagé des exemples de pratiques partagés par les participants. On voit réapparaître les 12 champs d'intervention qui sont le résultat de notre première catégorisation émergente. Alors, la sécurisation culturelle, ça commence par l'accompagnement des enfants, des élèves, des familles. Ça se passe en relation avec la communauté pour la transmission culturelle, le travail communautaire. Ça se déploie dans les services éducatifs à la petite enfance, services de garde, l'école, la classe, pour que le milieu de vie soit accueillant. Ça se transpose dans l'enseignement, l'éducation des tout-petits, les ressources pédagogiques, les services professionnels, des moments de rencontre et de partage culturel. Et au niveau de l'organisation, ça questionne les programmes, ça questionne aussi nos collaborations interprofessionnelles, interculturelles, la gestion, l'organisation des services et bien sûr la formation, l'accompagnement des intervenants et entre autres des enseignants. Nous avons dégagé des pistes d'action des résultats de la recherche. Alors, les pistes d'action de créer, de maintenir un lien de confiance dans un accompagnement respectueux et bienveillant, de sensibiliser tout le personnel scolaire à une démarche de sécurisation culturelle, de valoriser les ancrages culturels dans l'enseignement, de considérer le contexte plurilingue des apprenants, c'est très important. On a une directrice d'école qui nous disait, nos petits amis, nous, ils en ont beaucoup de vocabulaire. Souvent, ils parlent 3 langues, nos petits amis et nous. Alors, même s'ils ont moins de vocabulaire en français, il faut tenir compte de leur réalité, qui nous invite à ajuster les outils, les critères d'évaluation, revoir les programmes scolaires de toutes les disciplines pour voir toutes les possibilités de mobilisation des perspectives autochtones dans l'enseignement, développer des ressources et du matériel culturellement signifiant,
Reconnaître pleinement la compétence 15. Vous savez, dans les programmes de formation à l'enseignement, on travaille beaucoup avec le référentiel de compétences professionnelles à l'enseignement. Et la liste est importante parce que c'est souvent le point d'ancrage qui retombe dans nos cours. Alors, une pleine reconnaissance de la compétence 15 nous aidera à mieux mobiliser les perspectives autochtones dans nos programmes de formation et mobiliser les savoirs, les perspectives dans la formation de tous les enseignants et des membres du personnel scolaire, soutenir les collaborations, les mariages interculturels, interprofessionnels et favoriser la rencontre culturelle. C'est important de mentionner, pour terminer, que c'est une recherche collaborative qui avait pour intention de valoriser des pratiques qui donnent une image plutôt positive. C'est important de le dire parce que ce n'est pas un portrait de la situation actuelle et il ne faut pas en retenir qu'il n'y a pas de racisme, de préjugés, de discrimination dans nos milieux. Il reste beaucoup de travail à faire pour vaincre les préjugés, le racisme et la discrimination. Et nous espérons que les résultats de cette recherche seront une source d'inspiration pour faire un plan de plus collectivement pour mieux soutenir la persévérance et la réussite des jeunes et des adultes des premiers peuples. Dans tous nos milieux éducatifs, que ce soit dans les écoles des premiers peuples ou que ce soit dans les écoles provinciales. Alors, toutes les recherches sont importantes. C'est la complémentarité qui va nous permettre d'avancer collectivement. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Jean-François Vachon qui va vous présenter le site web. Bonjour, je m'appelle Jean-François, je travaille pour un organisme autochtone qui s'appelle la Boîte Rouge Vif. On a collaboré à ce projet de recherche avec Christine et l'Université du Québec à Chicoutimi et tous les partenaires du projet sur le terrain, à rencontrer les gens. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est la section recherche du site sécurisationculturelle.ca. Donc, sur ce site, vous pourrez avoir accès au rapport de recherche, au rapport de la recherche postdoctorale, qui va être l'étude des programmes, qu'Emmanuel Rousseau pourra vous présenter tout de suite après. On a aussi fait une synthèse sous forme de dépliant de ce que vous venez d'entendre comme présentation, donc des résultats de la recherche sous forme de dépliant. Tous ces documents-là sont imprimables, sont aussi visualisables à l'écran. Donc, ça ici, c'est notre dépliant, par exemple. Donc, le site s'appelle sécurisationculturelle.ca. Quand vous allez sur le site, vous avez la possibilité d'entrer dans des pratiques de sécurisation qu'on a documentées sous forme de vidéos, sous forme d'affiches ou de petits billets. On a construit ce site-là de façon évolutive, donc ça va nous permettre d'ajouter des contenus au fur et à mesure des projets qui s'en viennent. Christine vous a parlé du projet inédit qu'on va débuter, qui va nous permettre d'ajouter d'autres contenus, d'autres pratiques de différents milieux. Il y a différentes façons de naviguer dans le site. On a une interface qui fait référence à la ceinture wampum. La sécurisation culturelle, c'est un contrat entre deux entités. Donc, ça venait tout naturel de proposer une interface qui assemble ces contenus qui ont été développés en collaboration avec les experts du milieu. Donc, de pouvoir avoir accès ici à différentes sections du site pour les pratiques qui ont été partagées avec nous et qui sont mis en valeur dans ce site-là. On a une autre section où on a des repères plus théoriques sur certains concepts qui ont été importants dans la recherche. Donc, par exemple, la sécurisation culturelle, où on va retrouver certaines vidéos
entre autres de Julie et de Danissa sur la bienveillance, les affiches qu'on a développées que vous pourrez imprimer ou faire référence. On a cette explication un petit peu plus exhaustive que Julie a fait de l'affiche qui a été développée avec nos partenaires et une copie que vous pourrez imprimer. Donc, il y a différentes sections sous repères qui présentent aussi les concepts de persévérance et de réussite, euh, des modélisations qui ont été faites dans les différents rapports de la recherche sur des perspectives autochtones et des principes d'intervention. Donc, il y a une autre façon de naviguer par rapport à des vidéos. Donc, on a fait une grande carte ici qui est en fait une affiche sous forme de PDF interactif où tous les vidéos que je vais vous montrer par la suite, donc, sont accessibles, puis tous les principes qui sont décrits dans ces vidéos, tous les experts de terrain qu'on a rencontrés, qui ont partagé avec nous ce qu'ils font concrètement sur le terrain, sont illustrés dans cette carte-là. Donc, si on revient au site, la section pratique va mettre en relief dans une grande page les personnes qu'on a rencontrées. Je vous invite à regarder cette première vidéo sur la section pratique de Réal, qui est un homme merveilleux. C'est un conteur qui partage ses expériences de terrain. Donc, c'est la première capsule qu'on a fait, c'est la première vidéo. Puis, je dois rappeler que ce projet a commencé pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup des vidéos qui présentent un standard de qualité qui est un petit peu moindre, mais dont les contenus sont d'autant plus importants, qui nous sont partagés via les plateformes de visioconférence. Donc, c'en est un exemple avec Réal, mais on voit ses paroles. C'est vraiment, c'est pas la capsule que je vais vous montrer aujourd'hui, mais je vous invite à la voir sur le site qui s'appelle sécurisationculturelle.ca. Donc, un petit aperçu de plusieurs vidéos des gens qui nous ont gentiment partagé leur expertise de terrain. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour favoriser la persévérance et les réussites des élèves autochtones? Certains cas exemplaires, par exemple, comme ici au Cégep de Bécomo, où il y a un comité d'accueil, où tout l'organisme, petit à petit, s'est mobilisé pour accueillir les élèves autochtones. Des réflexions sur l'aménagement d'un local pour les étudiants dans différentes institutions. Des outils. Donc, sous forme de capsules vidéo ou autrement, par le biais de ressources. Donc, ici, on a encore des vidéos, mais un projet qui est mis en lumière qui se passait à Pessamit. Donc, le professeur d'art, l'enseignante en art plastique, Marjolaine Hervieux, a ornementé les murs de l'école avec ses élèves. Donc, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'exemples qu'on a. Un petit peu plus bas ici, on peut voir des références sur la littérature d'auteur des premiers peuples. Donc, certains liens qu'on met à disposition qui vont vous aider à aller chercher du matériel concret. On a fait des affiches, ce que Christine appelait affectueusement des napperons. Donc, quand on clique sur n'importe quelle image, en fait, on voit des affiches graphiques qui ont synthétisé l'information qui a été analysée au cours de la recherche. Donc ici, on a des informations sur l'accompagnement et l'accueil des élèves en orthopédagogie. Quels sont les concepts importants?
On a certaines campagnes, certains projets qui sont encore en plan, comme celui ici avec le regroupement Mamie-Inouat qui travaille sur avec la loi C-92. Donc, on a un projet qui vise à sensibiliser sur les motifs de compromission en relation avec les valeurs, les cultures et les réalités autochtones. Puis pour vous donner un exemple des capsules qu'on a développées, qui sont accessibles dans cette section pratique du site Internet, j'aimerais vous présenter cette capsule ici qui s'appelle Soutenir la réussite, qui met en scène Christian et Gilles du Centre de formation pour adultes, Michapel. Voirie forestière, ça s'appelle un engin de machinerie lourde, voirie forestière. La commission scolaire du centre de service scolaire de Forestville nous ont appuyés. Ils ont donné de la formation. Je vous dirais qu'on a eu 95%, 99% plutôt de finissants en ce moment. C'est des diplomations. On a une personne qui n'a pas terminé. Il reste peut-être un module à faire. Ça va être notre 100% qu'on va atteindre pour la formation. Centre de service Forestville. Ils ont déjà trouvé un formateur qui vient de Pessamit, un Innu, qui va les donner la formation là-bas à Maillet. Ça, je te dirais, c'est un plus aussi d'avoir un enseignant Innu. Puis c'est une fierté de voir des Innus être ensemble dans une cour. C'est beau de voir, ça travaille ensemble. Ils ont du fun, comme Gilles mentionné, le sourire. C'est important de les regarder aller. Parce que des fois, ils viennent me consulter, ils viennent me voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment que ça va? Moi, je leur tout le temps une petite tape sur le dos. Toute la gang. Peu importe, formation générale aux adultes, formation professionnelle. On dirait que ça leur donne un peu plus de pep quand tu leur donnes un petit tape sur le dos. Ils ont vécu de grandes choses. Mais qu'ils soient ici, qu'ils veulent s'en sortir, nous, avec l'équipe que j'ai, ça nous permet d'avoir ce côté humain-là. Tandis qu'à l'extérieur, c'est pas géré de la même manière. C'est ça qui nous différencie. Et ça se peut que tu traverses des moments qui sont pas toujours évidents. Ben, je vais m'asseoir avec lui. Notre rôle, c'est de s'entraider un et l'autre. Ce qu'il faut se dire, nous, c'est un privilège d'avoir des élèves qui sont ici. Ils se donnent la chance de réussir une deuxième fois. Ils ont décroché du système ou le système n'a pas répondu ou peu importe où est-ce qu'ils étaient dans leur vie. Mais quand ils rentrent ici, si on le perd à nouveau, on ne le verra plus. Alors, on a des efforts à faire. Et puis, c'est pas comme un modèle, je vous dirais, comme l'école québécoise, parce qu'on a travaillé un peu là également. Il faut faire le kilomètre de plus qu'on appelle, faire un petit peu plus avec nos élèves. Quand je vois nos élèves qui arrivent le matin avec le sourire, puis que je les entends ici au niveau de la salle sociale, avoir des discussions, des faux rires. Chez les Inuits, il y a beaucoup de blagues qui vont se dire, puis c'est très sain. Puis quand ils vont quitter les alentours de 4 heures, ils ont encore le sourire. Le fait qu'ils soient ici régulièrement, qu'ils vont consulter nos ressources, qui font confiance aux adultes, parce que ce sont tous des adultes, mais qui vont faire confiance aux adultes qui les entourent. Il y a des grandes révélations. On entend plein de choses qui ne sont pas toujours faciles, mais on travaille avec eux. Puis ça, c'est une forme de réussite d'être capable de dire « Moi, je ne vais pas bien. Moi, j'ai besoin d'aide. » Alors, moi, la réussite est aussi simple que ça. C'est clair qu'on vise à offrir les services d'une grande qualité, d'avoir le dépassement au niveau de l'enseignement, d'avoir les services au niveau culturel, une vie étudiante. Moi, c'est important pour moi. Mais de les voir heureux et bien, c'est une grande réussite. Donc, je termine en vous invitant à aller voir par vous-même cette ressource qu'on lance ce matin avec vous. Donc, le site Internet sécurisationculturelle.ca qui présente la recherche de l'action concertée,
sur les pratiques de sécurisation culturelle, particulièrement sur la Côte-Nord. Puis je vais laisser la parole à Emmanuel Rousseau qui va présenter la recherche postdoctorale. Merci Jean-François. Et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ici 3 sections essentielles de la recherche postdoctorale donc, qui s'est intégrée dans l'action concertée en sécurisation culturelle. Donc, il y a une première section qui concerne une exploration des programmes pan-canadiens, donc voilà, qui a été réalisée afin surtout de regarder comment se faisait la mobilisation des perspectives autochtones dans les programmes des différentes provinces et territoires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette exploration n'est pas exhaustive, parce que déjà, il est parfois difficile d'accéder à certaines ressources qui se développent de manière confidentielle au sein donc, des conseils scolaires ou de leur équivalent. Donc, on n'a pas accès à tout ce qui peut exister sur le terrain. Donc, le portrait dressé ici nous donne un aperçu de ce qui se fait en sachant donc, que les choses bougent rapidement. Il y a d'autres cartes qui sont présentées sur le site web et qui expliquent plus précisément donc, des pistes de mobilisation dans les différentes provinces et territoires, dans différents domaines disciplinaires. On a choisi évidemment les sciences sociales, mais aussi les sciences, ou encore on est allé voir ce qui se faisait dans les cours de langue et culture pour voir s'il y avait des cours de langue donc, autochtones qui étaient proposés. Donc ensuite, il y a une deuxième section qui concerne davantage une revue de littérature. Essentiellement, donc, elle a été réalisée à partir d'auteurs autochtones qui évoque les grands principes de l'éducation autochtone. Donc, ce travail a permis donc, de définir et d'expliciter les principaux concepts. Donc là, Jean-François, si tu peux changer donc, de figure, merci. Et donc, ces principaux concepts qui sont illustrés sur cette figure. Et donc, ça a permis donc, ça de construire différents outils de transfert. Je tiens à dire que ces outils de transfert, ils ont fait l'objet d'une validation culturelle, hein, comme Christine l'évoquait tantôt. Et cette validation culturelle, elle a été faite donc par Nwichewakan Julie Rock, donc Chinash Kumitin Julie. Ces concepts donc, ils sont présentés sur la figure ici. On y retrouve la spiritualité, l'approche holistique, avec cette idée de pensée circulaire. On voit aussi l'importance des savoirs autochtones dans les pédagogies autochtones, donc qui est aussi largement évoquée par les différents auteurs, toujours en relation avec cette pensée circulaire et en faisant ressortir des préférences d'apprentissage qu'on va trouver chez les premiers peuples. On voit par exemple l'importance de l'apprentissage expérientiel qui met en œuvre l'observation, la participation active, lors d'activités essentiellement situées en territoire. Et on voit que dans ce contexte, la pédagogie du lieu va prendre tout son sens. Donc évidemment, ces éléments sont définis plus précisément dans le rapport de recherche postdoctoral, mais on voit déjà donc, que tout est relié au territoire avec l'importance du territoire. Donc, on va pouvoir passer à l'image suivante avec un premier outil de transfert qui concerne les savoirs autochtones qu'il était important de définir. Donc, ce que je retiens de cette image essentiellement, c'est que même s'il renvoie à des savoirs ancestraux, ces savoirs autochtones, ils sont bien vivants et ils représentent un système de savoir et un mode de connaissance à part entière. Et dans le contexte des changements climatiques, ils vont révéler toute leur importance, notamment avec cette vision relationnelle et holistique qu'ils développent. Donc, on va continuer avec l'outil suivant et les écrits donc, de ces quelques auteurs autochtones ont permis de construire cet outil sur l'approche holistique et la pensée circulaire. Essayer de définir ce que ça signifie, approche holistique et pensée circulaire. Donc, on voit au centre une image qui représente le territoire, qui est censée montrer l'importance du territoire. On voit encore aussi l'importance des langues et des cultures, avec la nécessité de considérer l'être humain dans toutes ses dimensions, et c'est ce qui est représenté par la symbolique de la roue donc, de médecine. Dans les premières versions de cet outil, je dois mentionner que la roue de médecine, elle n'était pas présente. Puis quand j'ai demandé à Julie de faire la validation des outils, des différents outils, elle m'a dit, il me manque ma roue de médecine, parce que ça symbolise vraiment cette approche holistique et globale avec les 4 dimensions qui sont relatives à l'esprit, au cœur, au corps et au mental. Donc encore une fois, Chinash Kumitin Julie. Et on retrouve aussi ce qu'a mentionné Christine tantôt sur l'importance des liens avec la communauté, par exemple, qui peut se traduire par la présence donc, de personnes aînées dans les écoles. Donc ensuite, j'ai été amenée à définir, en lien avec les savoirs autochtones et la pensée holistique, comment ça prend vie dans les pédagogies autochtones. Donc l'outil suivant va nous permettre d'aborder justement donc, les pédagogies autochtones. On voit encore une fois que l'image au centre, c'est le territoire, hein, puisqu'il est vraiment un lieu d'apprentissage, de partage et de transmission pour les premiers peuples. Puis cette transmission d'apprentissage qui est à la fois expérientielle, relationnelle, hein, ce qui est symbolisé donc, par les mains, donc la relation, et aussi des apprentissages qui sont collectifs, qui vont se transmettre de génération en génération,
Bien, cette transmission, elle se fait par l'observation, par l'imitation, dans le partage et la relation. Donc, les apprentissages, ils prennent tout leur sens en territoire. Ils sont fortement enracinés dans les langues et les cultures, que l'on pense à la cueillette, la chasse, l'artisanat, les légendes ou encore les cérémonies. Donc, ce qui transparaît de ces différents outils, c'est l'importance de la langue, de la culture, de la relation, du territoire, qui ressortent vraiment comme des principes fondamentaux et à prendre en considération pour la sécurisation culturelle des élèves autochtones. Donc ensuite, il y a une troisième section qui présente davantage les résultats de l'analyse des propos qui ressortent de la collecte de données. Donc les principaux éléments sont présentés sous forme d'affiches. On a choisi ce format plus interactif, plus agréable, puis il pourrait aussi servir d'outil de transfert, mais je tiens à dire qu'ils reprennent les propos des participants. Donc, on a tout d'abord des projets, des initiatives qui mobilisent les langues et les cultures et qui peuvent être liés à différents domaines disciplinaires du PFEQ. Donc, par exemple, je vais en citer quelques exemples. Inuit Makshipwa, donc c'est un projet en sciences, donc qui est issu de l'Institut Tchakapèche pour mobiliser les savoirs autochtones en sciences lors de sorties sur le terrain. Les participants ont aussi partagé avec nous des projets interdisciplinaires autour du castor ou encore des livres qui ont été créés par les communautés pour raconter leur histoire selon leur point de vue historique. On voit aussi qu'il y a des cours de langue et de culture dans les diverses communautés, mais par contre, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, comme on va le voir sur l'image suivante, Jean-François, qui aborde davantage les besoins, les manques et les obstacles qui sont évoqués par les participants. Donc, en effet, ce qu'on constate pour les cours de langue et de culture, c'est des difficultés avec la grille horaire qui permet difficilement d'intégrer des cours de langue et de culture, donc avec des programmes qui ne sont pas pensés selon les perspectives des premiers peuples. Comme le disait tantôt, on voit que la formation des enseignants a aussi été mentionnée, comme devant être ajustée. Parce que les personnes enseignantes se sentent démunies ou bien en position illégitime pour aborder les perspectives des premiers peuples, avec la peur de commettre des erreurs ou de faire de l'appropriation culturelle. Selon les participants aussi, le matériel n'offrirait aucune diversité culturelle et géographique et il faudrait développer du matériel approprié à la culture des élèves autochtones, à leur réalité, du matériel qui leur ressemble. Un autre problème se pose aussi au niveau des personnes ressources, puisqu'il va être difficile de trouver des enseignants qui vont être spécifiquement formés en enseignement de la langue Innu, puisque les bacs en enseignement proposés dans les universités au Québec n'offrent pas cette possibilité. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que pour ouvrir et bousculer ces pratiques, c'est un processus difficile et que les enseignants ont besoin d'être accompagnés dans ce processus de changement ou d'ajustement de pratique. On va terminer avec les résultats sur une note plus positive, une affiche qui propose des idées et des propositions qui ont été partagées par les différents participants, qui, rappelons-le, œuvrent déjà dans le contexte de l'éducation autochtone. Donc, l'une des choses qui ressort concerne l'importance de déployer une vision globale au sein de l'école pour dépasser les initiatives ponctuelles qui ont tendance à rester confidentielles, comme je le disais tantôt. La reconnaissance pleine et entière aussi de la compétence 15 est avancée pour encore avoir une mobilisation pleine et entière de ces perspectives à la grandeur du Québec, toujours en lien avec cette idée de dépasser des initiatives ponctuelles. Sur un autre registre, on envisage souvent l'éducation des autochtones avec l'idée de manque. Christine l'évoquait tantôt, le manque de vocabulaire. Alors qu'au contraire, ce sont des enfants qui ont beaucoup de vocabulaire, mais dans 2 ou 3 langues. Donc plutôt que d'envisager cette éducation sous forme de manque, il y aurait lieu d'envisager davantage des ajustements dans leur parcours scolaire, comme par exemple travailler l'oral avant l'écrit au premier cycle, ou encore prévoir des transitions nécessaires pour installer les repères langagiers qui prennent en compte cette particularité liée au bilinguisme. Donc, pour finir, à partir de tous ces éléments que je viens de vous présenter, donc la revue littérature, les programmes, les différents concepts, on a élaboré cet outil de transfert que Jean-François va nous projeter maintenant et qui propose des pistes de mobilisation des savoirs autochtones en lien avec les différentes disciplines scolaires du PFEQ.
Donc, on voit les différentes disciplines qui sont représentées. Donc, on voit par exemple culture et vie collective, univers social, sciences, technologies, mathématiques, etc. Je tiens à préciser que le choix de l'expression donc culture et vie collective est volontaire. Il renvoie en fait au programme de culture et citoyenneté québécoise. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Ben, pour mieux respecter le point de vue des premiers peuples qui ne se reconnaissent pas en fait dans l'expression culture et citoyenneté québécoise. Eux-mêmes d'ailleurs suggéraient culture et citoyenneté au Québec. Donc on a choisi cet intitulé pour respecter donc leur volonté. Donc on voit par exemple sur la figure des exemples d'activités comme une exploration de différents objets culturels, hein, ce qui pourrait être envisagé dans une démarche intégrée d'ailleurs en sciences, technologies et univers social comme une telle démarche a été développée par Christine Couture et Catherine Duquette. On pourrait aussi proposer des œuvres littéraires des premiers peuples. Jean-François nous en a présenté tantôt, puis il y en a beaucoup. Elles pourraient être étudiées en classe. Il y a des activités aussi sur les modes de vie et traditions, des jeux traditionnels, faire la connaissance d'artistes aussi et de productions culturelles des premiers peuples. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a de beaux exemples de telles activités d'exploration qui ont été développées par la Boîte Rouge Vif dans le site donc 3PEQ, Perspective des premiers peuples en éducation au Québec. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Marilyn Soucy qui a développé ce site. Donc, on voit que les possibilités sont nombreuses, mais par contre, elles devraient être soutenues pour pouvoir se déployer donc, dans les écoles à la grandeur du Québec. Donc, voilà, Tchinash Kumitnao, je vous remercie. Puis maintenant, je vais passer la parole à Julie, qui peut-être prendra le temps de nous dire un mot sur les outils de transfert. Mais sinon, Julie, tu n'as pas le temps, je te laisse le soin de nous présenter ton beau modèle. Merci, Emmanuel. Alors, la présentation tire à sa fin. Moi, je voulais beaucoup plus en lien avec tout ce qu'on a abordé, présentation du site web, présentation du rapport de recherche, puis les approches holistiques. On parlait de pédagogie autochtone. Alors moi, je vais l'aborder beaucoup plus en fonction de mon expérience en tant que Première Nation. L'image qui me vient souvent en tête, peut-être une image ou une photo qui me vient souvent en tête, c'est la photo de mon grand-père, Georges Roch, qui a occupé le territoire pendant une grande partie de sa vie. Alors, à partir du territoire, de son territoire, le Domagawa, il pouvait prendre du territoire selon ce dont il avait besoin pour loger, pour nourrir, pour soigner, pour vêtir et pour transporter sa famille également. Au niveau de la vision holistique, je ne pourrais pas vous le cacher, je le possède, alors c'est intégré à moi. Je l'incarne de façon naturelle. Alors, au niveau de la langue, de la culture, elle est vraiment ancrée dans le territoire. Mes savoirs, mon savoir-être, mon savoir-faire est vraiment en lien avec mon expérience que j'entretiens avec le territoire. En tant que Première Nation, on apprend par l'expérience à travers la relation là, que nous entretenons avec la personne qui nous enseigne aussi. On parle d'une transmission des savoirs d'une génération à une autre. On parle d'un apprentissage qui se fait tout au long de la vie également. Moi, c'est quand j'écoute la présentation d'Emmanuel, c'est ce qui fait ressortir. Au niveau de mon expérience dans le domaine de la recherche, alors moi, j'ai rencontré Christine Couture en 2019 au colloque sur la persévérance et la réussite des premiers peuples. Je lui ai demandé d'être ma directrice de recherche. Alors, la seule condition que je lui ai demandé, c'était je ne veux pas rentrer dans un cadre. Alors, on a regardé plusieurs emménagements. En 2020, j'ai eu une année préparatoire avant le dépôt de ma demande d'admission au doctorat.
Alors, je suis allée chercher, selon les recommandations de Christine, je suis allée chercher mon expérience, mes connaissances dans le domaine de la recherche parce à ce moment-là, en 2020, j'avais zéro connaissance dans le domaine de la recherche. Moi, je pensais qu'on pouvait aller faire un devis de recherche à partir de ce qui était écrit sur Internet. Alors, c'est plus que ça. En 2021, j'ai déposé ma demande d'admission au doctorat. J'ai été admise là, pour l'automne 2021. Dans le cadre de mon projet doctoral, dans le cadre de mon projet doctoral, Christine m'a demandé de réfléchir à mon modèle conceptuel. Mon modèle conceptuel, il est à l'intérieur du chapitre 2. Il a fallu que je le réfléchisse, puis je ne voulais pas utiliser des losanges ou des logigrammes parce que je ne me retrouvais pas à faire des liens entre deux cercles ou y aller de façon hiérarchique. C'était plus profond que ça. Alors, le modèle en arbre le modèle en arbre que je vous présente a été réfléchi à partir de ma vision en tant que Première Nation. Mon cadre conceptuel s'articule autour de 3 concepts centraux. Alors, la sécurisation culturelle, les pratiques professionnelles et le modèle holistique qui nous a permis là, le développement là, de mon modèle. Alors moi, je me représente mon identité en tant que Première Nation à travers le tronc d'un arbre qui prend ancrage dans mes valeurs, dans mes croyances, dans ma langue, dans ma culture et dans mes savoirs traditionnels qui font référence aux racines qui sont rattachées aux dimensions de la sécurisation culturelle. Alors, les pratiques professionnelles en formation professionnelle sont représentées par les branches. Et puis, nos propres savoirs, nos pédagogies, nos modèles d'enseignement et d'apprentissage font référence aux pratiques de sécurisation culturelle qui sont représentées par les feuilles et puis qui relèvent de l'autochtonisation dans une perspective d'autodétermination. Alors, la sécurisation culturelle est abordée selon une approche holistique qui m'amène à regarder les pratiques de toutes les personnes qui travaillent dans une organisation et puis les transformations en lien avec les transformations individuelles et collectives également. Ces transformations peuvent prendre la forme d'ajustement de pratiques, mais aussi de transformations là, sur les plans de l'organisation. Sur les plans organisationnels, didactiques, pédagogiques et même dans certains cas là, sur le plan des contenus de la formation. Alors, je parle d'autochtonisation des programmes, oui, mais je vais jusqu'à nous mener vers l'autodétermination parce que je le dis, on est capable de gérer nos systèmes, nos propres systèmes. J'ai passé mon examen doctoral le 12 avril dernier. Alors, j'ai déposé ma première version écrite à la présidente du jury, peut-être le 12 février dernier. Puis, quand j'ai reçu les commentaires de la présidente du jury, alors je voulais vous le partager parce que ça a fait beaucoup de sens pour moi. Ce qu'elle a écrit, Madame Rock a produit un écrit d'une grande qualité, contextualisé dans une perspective d'éducation et de recherche autochtone. Le projet est bien appuyé sur une littérature scientifique actuelle, ainsi que par des témoignages et des états de fait, et ce, afin d'exposer le point de vue de la candidate au regard de son vécu en tant que Première Nation. Je tiens aussi à remercier la candidate pour le partage et pour m'avoir amené ailleurs dans mon travail professoral. Merci d'avoir le cran. Merci d'avoir le cran. Ça vient chercher. Voyons. Tout le temps, je suis fière. Je ne peux pas cacher ma fierté d'être étudiante au doctorat, je ne sais pas. D'avoir le cran de faire une thèse autochtone, de nous amener à poser un regard scientifique dans une vision holistique et de parler au nom de votre nation. Alors, ça a été vraiment très porteur. Les commentaires de la présidente du jury ont été vraiment
très porteur à mon égard. Alors, pour mon examen doctoral, j'ai respecté les règles et les procédures. Ça a été difficile. Je suis rentrée vraiment dans une structure. Puis, pour ma soutenance de thèse, on m'a recommandé fortement d'y aller selon mon approche, de façon circulaire. Je vais être beaucoup plus peut-être dans un an et demi, lorsque je vais faire ma soutenance de thèse, je vais pouvoir le faire en fonction de mon identité en tant que Première Nation. Pour le mot de la fin, alors, on connaît plusieurs, sûrement, d'entre vous, connaît l'histoire là, des recherches là, qui ont été menées auprès des Premières Nations. Souvent, des histoires difficiles, très difficiles à entendre. Puis, j'en conviens que la relation entre les chercheurs et les communautés est à rétablir. Alors, il faut se faire confiance. Tout au long du projet de recherche, j'ai été en mesure, du projet de recherche de l'action concertée, j'ai été en mesure d'affirmer mon identité à l'intérieur d'un cadre, dans une structure déjà bien établie. Avec l'équipe de recherche, on faisait une recherche en lien avec les pratiques de sécurisation culturelle, mais on a fait cette recherche-là, mais on l'a incarnée également à travers le projet de recherche. Alors, on a été congruent en tant que chercheur. Alors, dans le cadre du projet, il était important là, de faire entendre nos voix en tant que Première Nation et de se reconnaître dans le projet de recherche auquel on a contribué en tant que Première Nation. Puis ça, je l'ai nommé souvent. Puis je crois que nous avons réussi à réaliser là, dans ce projet de recherche, on a réalisé, on a vu à la valorisation et à la reconnaissance de nos savoirs, savoir-être et savoir-faire respectifs, autant entre nos deux cultures. On était dans la relation, on était dans l'expérience également. Puis dans le rapport, on entend nos deux voix. Puis je suis fière vraiment de le dire. Puis c'est important, c'est essentiel, c'est nécessaire. Puis pour terminer, mais je reviens au concept de Nuitimaken. Soyons des co-marcheurs, apprenons à naviguer ensemble, d'égal à égal, pour relever le grand défi de la sécurisation culturelle. Merci à tous. Un très grand merci à vous, sincèrement, pour cette recherche. On le voit bien que vous êtes des co-marcheurs, co-marcheuses. C'est très évident, c'est très agréable à entendre. Merci. Pour la période de questions, je vais céder la parole à ma collègue Nathalie Roy qui pourra vous transmettre les questions et les commentaires aussi. Il y a eu beaucoup de réactions à votre témoignage, Julie Roch. Merci. Merci beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires positifs à chacune des grandes étapes de présentation de la démarche globale, la qualité du site web, comment ça va être utilisé. Il y a déjà des gens qui s'annoncent comme utilisateurs assidus de votre site. Il y a des petits soucis pour accéder aux vignettes de vidéos, mais je pense que c'est une histoire de cookies. Donc, on va vous inviter à communiquer directement avec l'équipe de recherche pour résoudre, avec M. Vachon pour résoudre les petits défis techniques. Et puis, Julie, sur votre parcours, la qualité des projets, du projet, Emmanuel également. Donc, vraiment de bons commentaires, très bel accueil pour l'ensemble des parties du projet. Euh, Madame Couture, vous avez bien énoncé le choix de vous mettre dans une perspective positive de la sécurisation culturelle en mettant l'accent sur cette perspective-là, mais en n'occultant pas, en disant, on le sait, c'est pas toute la réalité. Emmanuel, peut-être que je peux me permettre de dire à quel point ça peut faire du bien de nommer
les difficultés ou l'espèce de posture paralysante dans laquelle les enseignants, enseignantes peuvent se trouver quand ils veulent faire leur premier pas, mais qu'ils ont peur de se tromper. On voit bien, hein, c'est des gestes simples parfois, mais en même temps, l'ensemble de vos présentations à toute l'équipe font bien voir à quel point c'est un écosystème. Donc, il ne suffit pas de poser un geste simple si, dans une dynamique de gestion, dans le portrait d'ensemble, ce geste-là n'est pas répercuté à toutes les étapes. Donc, par contre, ce que moi je retiens de votre présentation, c'est que c'est une posture. À partir du moment où je me mets dans la bonne posture de départ, tout peut changer pour la suite et je peux avoir une influence ou je peux modifier mon écosystème à partir de ce changement de posture-là. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors, merci vraiment pour cet encouragement-là. Puis ce tour-là très nuancé de la sécurisation culturelle. Bon, je vous laisse la parole. Euh, attendez, juste agrandir ma fenêtre de commentaires pour pouvoir avoir accès à tous les commentaires. Donc, d'abord, Monsieur Ramirez Maroquine, serait-il convenable de modifier le contenu du programme de langue et culture en considérant les constats que vous faites issus de la recherche pour avoir une meilleure perspective pédagogique et didactique pour les enseignants sur place? Je crois que la question était à vous, Emmanuel. On On entend vous entend pas. Ouais, c'est ça. J'avais perdu ma souris, excusez-moi, Parfait. entre mes deux écrans. Elle était tombée dans une craque, comme on dit. Oui, donc en fait, j'ai lu la question de Monsieur Ramirez. Ben, c'est sûr qu'il y aurait avantage à faire une adaptation des programmes, puisque donc c'était aussi mentionné donc, par les participants dans la recherche avec cette volonté de travailler sur davantage la localité des programmes, avec des programmes davantage locaux qui prennent en compte justement les variétés culturelles. Donc je ne sais pas si je réponds correctement à la question de Monsieur Ramirez, mais tout ça, ça se retrouve et c'est évoqué donc dans les outils de transfert, dans la pédagogie qu'on appelle la pédagogie du lieu. Donc pour ça, je vous renvoie aux travaux de Diane Campo. Et aussi la pédagogie du territoire qui permet vraiment justement d'envisager cette localité des programmes. Moi, je tiens à préciser que je suis française, puis je viens d'un milieu, donc l'enseignement qu'on appelle l'enseignement agricole, où forcément les programmes donc, sont très localisés en fonction donc des particularités géographiques et aussi des particularités culturelles. Donc c'est sûr qu'il y aura un avantage à faire une adaptation des programmes en ce sens. Puis peut-être Christine, tu voudrais rajouter quelque chose ou Julie? Peut-être juste ajouter qu'il y a les cours de langue et de culture, mais qu'avec le regard qu'on a sur toutes les disciplines scolaires, on peut déborder. Puis l'idée, c'est de mobiliser les perspectives autochtones dans toutes les disciplines scolaires et c'est possible de le faire. Alors, c'est une invitation à une exploration encore plus large, en complément des cours de langue et de culture, de voir comment on peut mobiliser les perspectives autochtones dans toutes les disciplines scolaires. Et je pense qu'il y a de la place pour le faire. Et L'utilisation que nous faisons des programmes, c'est aussi notre interprétation et la contextualisation des apprentissages qui sont prévus pour les élèves. C'est à nous de le faire, puis on peut très bien mettre ça en relation avec la culture des élèves. Christine, vous me faites un lien tellement parfait pour la prochaine question qui est celle de Madame Bolduc qui dit est-ce qu'on peut avoir des idées, des pistes, des exemples de comment on pourrait faire les liens avec ce qui existe pour le cours d'éducation physique et à la santé? C'est un petit peu évoqué dans le rapport donc postdoc, mais très peu. Et je pense que c'est quelque chose, Christine, qu'il faudrait qu'on développe avec le projet inédit, vraiment des exemples davantage concrets pour donner des pistes concrètes pour les gens, les enseignants qui sont des gens de terrain, donc en lien avec la pratique. Puis, Merci. il y a un Ah, beau lien à faire aussi avec les projets en plein air. Mm. Nous, ah ouais. on les appelle les projets en plein air, mais chez les membres des Premières Nations, c'est les projets en territoire, c'est les sorties en territoire, les sorties que les communautés font avec les élèves dans les écoles, dans les communautés, on va en territoire. Alors, il y a probablement des liens à faire là, mais effectivement, c'est un volet qu'on va explorer avec nos collègues en éducation physique et à la santé dans le cadre du projet inédit.
Merci. Dans la même veine, en fait, c'est connexe. Madame Audet nous fait remarquer que dans la diapositive sur la culture et la vie collective, il manque la musique. Il pourrait y avoir, on ne partira pas de ce qui manque, mais de ce qui pourrait y avoir de plus. Et vous avez compris, il va toujours pouvoir y avoir quelque chose de plus. Puis c'est votre intérêt, dans le fond, qui va permettre de bonifier ces contenus-là, parce que vous avez compris que c'est un projet de société, la sécurisation culturelle en éducation. Mais donc, la suggestion était on pourrait par exemple ajouter sous artiste production culturelle des exemples de production culturelle musicale. Effectivement, parce qu'on a regroupé le domaine des arts qui englobe aussi la musique, mais on pourrait le mentionner explicitement, d'autant plus qu'il y a une participante, je crois, qui évoque donc les chanteurs et les artistes autochtones relatifs à la musique. Donc je l'ai pris en note, c'est effectivement une très très bonne idée. Puis en fait, on invite chaque utilisateur des outils de transfert à améliorer les outils de transfert et à y ajouter toutes les idées qui sont pertinentes et inspirantes pour les aider à développer leur propre pratique. Alors, chacun peut s'en faire une version améliorée. En quittant la posture de la peur de se tromper pour juste s'avancer, puis avec la bonne intention, on ne pourra pas se tromper pour la suite, finalement, quand on le fait ensemble. La Euh, bienveillance. ma- Pardon? Je disais la bienveillance. Tout à fait. Madame Roy nous dit, est-ce qu'il y aurait moyen de proposer des cours ou des formations au niveau universitaire hors programme en sécurisation culturelle? Je constate que ces cours font partie de cheminement au baccalauréat. Bien, en fait, on essaie de voir comment ça peut être une question qui peut être intégrée à des cours qui sont déjà obligatoires dans la formation. Pour essayer, comme on sait que les espaces sont quand même limités dans nos programmes de formation, dans le projet inédit, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment placer tous ces objets de formation à travers nos cours de fondement, d'approche pédagogique pour avoir une approche programme qui va être offerte, qui serait offerte à tous les enseignants du Québec idéalement. Alors, faire en sorte que ce soit placé dans des cours obligatoires pour qu'on ne puisse pas passer à côté de ces objets de formation qui sont tellement importants pour tous les enseignants. Merci. Des questions intéressantes? Est-ce que je peux rajouter quelque Oh chose? oui, allez-y, C'est Emmanuel. là que prend tout son sens la reconnaissance pleine et entière de la compétence 15 qui permettrait de mobiliser plus facilement les perspectives autochtones. Je pense par exemple à l'UQAC, le cours d'école et société, où on pourrait vraiment donc donner la place à tous ces savoirs-là. Merci. Bon, je vois que M. Pelletier a posé une question et a trouvé réponse par le biais d'une des réponses que vous avez données précédemment. Madame Peters qui dit, elle aussi, je ne vois pas la musique dans le domaine des arts. Vous avez eu vous avez eu les interactions autour de ce défi, l'enseignement, l'apprentissage de la musique, pratique musicale et la sécurisation culturelle. En avez-vous eu finalement? Nous travaillons sur cette question. On va vous inviter, Madame Peters, à communiquer avec l'équipe justement pour faire un bout de chemin, que vous puissiez être des co-marcheurs sur cette question de la musique, de la façon de l'intégrer, l'enseignement de la musique dans le cadre de la démarche de sécurisation culturelle. Euh, Croyez-vous que ces constats, Monsieur Jennings nous dit, croyez-vous que vos constats peuvent s'appliquer à tous les étudiants autochtones du Québec, Atikamekw, Wendat, etc., et pas seulement aux Inuits? C'est très intéressant, puis ça rejoignait un autre commentaire qui avait un peu plus haut. Comment on peut euh, généraliser la démarche que vous avez eue, qui se déroule en territoire essentiellement Inuit, à d'autres nations autochtones ou à d'autres territoires autochtones du Québec? Bien, en fait, ce sont des sources d'inspiration qui sont transposables et ajustables dans tous les contextes éducatifs. Alors, bien sûr, on a fait référence à la nation Innu parce que c'est la nation avec laquelle nous avons travaillé, mais ça peut être transposé, toute transposition qui semble possible dans un autre contexte et même dans les écoles provinciales en milieu urbain. Nous espérons que ce rapport de recherche et ces exemples de pratique soient une source d'inspiration pour tous les milieux éducatifs. Merci. Là, je vois le temps qui passe. Je me permets une dernière question. Karine, si tu me le permets. Absolument, oui. Ça va. Donc, une question
de M. Bessner. Bonjour. Je suis conseiller pédagogique en projet personnel d'orientation pour Cativic. Concernant ce qui a été dit par rapport aux compétences des enseignants allochtones concernant l'enseignement de notions liées à la culture autochtone, pratique et savoir. Dans les milieux étudiés, est-ce qu'il y aurait des exemples de conseillers pédagogiques en sécurisation culturelle, donc des intervenants avec les enseignants plutôt qu'avec les élèves? Il y a des exemples de conseillers pédagogiques qui travaillent dans les communautés. Alors, ces gens-là développent des expertises, mais il y a des conseillers pédagogiques parfois qui sont des Premières Nations, parfois qui vont être des allochtones, mais il y a aussi l'Institut de Chakapèche, les organisations qui peuvent être d'une grande aide pour donner des pistes et des sources de référence avec les outils qu'ils développent. Alors, il faut faire appel aux organisations autochtones pour nous conseiller, nous guider, parce que ce sont de précieux partenaires dans ce travail de sécurisation culturelle. Tout à fait, merci. On a des gens de l'Institut de Chakapèche qui nous dit qu'on a développé avec les écoles une séquence d'enseignement interdisciplinaire culturellement pertinente pour le troisième cycle du primaire, basée exclusivement sur les pédagogies et les perspectives autochtones, mais en lien avec les programmes. Alors, on vous invite à aller voir qu'est-ce qui se fait du côté le beau travail qui se fait par l'Institut Chakapèche également. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La future stratégie pour la réussite éducative des élèves autochtones a une mesure pour le territoire. Alors, pour les personnes qui s'interrogeaient sur comment on peut faire du pouce en termes pour les cours qui étaient en éducation physique et éducation à la santé, ça pourrait être une belle piste ici. Écoutez, il y a plein de beaux commentaires. Je vais laisser les chercheurs et les panélistes prendre connaissance de l'ensemble des commentaires. Très positifs qui vous sont adressés, de faire les suivis avec certaines personnes qui ont initié. Je vous invite aussi, les auditeurs, auditrices, à prendre contact avec l'équipe pour continuer à faire des partages, parce que je le répète, c'est un projet à porter ensemble. On est co-marcheurs, c'est une affaire qu'il faut faire ensemble. Donc, je vous invite vraiment à communiquer les uns avec les autres pour faire rayonner cette nouvelle posture que vous aurez adoptée en vous inspirant des pratiques qui sont partagées dans le cadre de ce projet de recherche. Merci encore infiniment à toute l'équipe et à cette belle aventure que vous nous avez fait vivre. Karine, je te repasse le mot la parole pour le mot de la fin. Oui, merci. Donc voilà, je vous remercie au nom du fonds aussi et de nos partenaires pour cette belle rencontre de transfert. Je précise que les présentations ont été enregistrées et seront déposées sur notre site web. Toutes les personnes inscrites vont recevoir le lien sous peu avec un petit sondage de satisfaction. Puis c'est quand même important pour nous, si vous avez le temps d'y répondre, pour nous permettre en fait de mieux accompagner parfois nos chercheurs, chercheuses, nous permettre aussi d'avoir une formule qui vous plaît, voir ce que vous pouvez en tirer, si cette formule répond à vos besoins, vos attentes, si vous avez des idées pour l'améliorer, c'est l'endroit où nous le signaler. Voilà, donc encore une fois, un grand merci. J'espère sincèrement que cette activité de transfert vous aura donné envie, en fait, de participer aux prochaines, puisqu'on mène ces activités très régulièrement au fond. Donc, je vous invite à suivre aussi notre page d'actualité, notre LinkedIn, où on diffuse toutes nos activités de transfert. Donc, un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation dans vos recherches également.